Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de l'Express Franchise réalisé en partenariat avec l'enseigne Mamat. Nous sommes le mardi 18 mars, il est 11h30, presque midi j'allais dire, et ça tombe bien parce qu'on va parler de restauration, d'une franchise qui fait de la restauration, mais pas seulement, donc j'ai envie de dire boulangerie, coffee shop, brunch, déjeuner, goûter, c'est la spécificité de l'enseigne Mamat qui va nous parler donc du thème d'aujourd'hui, l'hybridation des concepts. C'est le thème de ce live. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'hybridation des concepts? C'est justement cette capacité pour une entreprise à faire cohabiter différents univers, des métiers de bouche dans un seul et même point de vente. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, Maxime et Thierry sont là avec nous. Donc, chers amis qui allez vous connecter, s'il y en a qui commencent déjà à se connecter, qui avaient peut-être l'intention de vous lancer dans l'entrepreneuriat, je vous invite à écouter donc ce live et à écouter les parcours et les conseils finalement du fondateur de Mamat, Maxime, qui est avec nous aujourd'hui. Donc Maxime, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre accueil. Donc voilà, on vous écoute dans un instant. Je me tourne aussi vers Thierry, Thierry Thibault, qui est l'un de vos franchisés à Amiens. C'est bien ça, hein, Thierry? Exactement, ouais. Bonjour à Voilà, tous. bonjour et qui a un parcours donc très intéressant. Thierry, alors ce rendez-vous, il a vocation à vous faire réagir, vous qui suivrez ce live. Et donc je vois que ça commence à arriver. On a Jean-Pascal qui est ici avec nous. Alors Jean-Pascal, la caméra est activée, mais il n'y a pas de problème. J'espère que vous nous entendez. N'hésitez pas donc à vous connecter, à nous suivre. Vous avez la possibilité de réagir, vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants, donc Maxime et Thierry qui sont là. Ils sont là pour vous répondre à toutes vos questions, mais on va déjà commencer à les faire parler dans un premier temps. Donc, présentation très rapide. Mamat fondé par vous, Maxime. C'est une continuité. Votre parcours a commencé en 2009 jusqu'en 2012-2016. Il y a eu le Covid entre-temps. Bref, on va parler de tout ça. Vous faisiez donc déjà le métier de boulanger depuis plusieurs années. Et vous aviez une envie, j'allais dire presque une frustration. C'est ça, Maxime, c'est que les gens ne s'arrêtez pas en fait voilà dans votre boulangerie donc on vous écoute Maxime finalement un peu votre parcours votre enseigne et je salue les personnes qui sont déjà là. Je vois Sarah, David, Gilles, Antoine. Alors vous êtes déjà assez nombreux, donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le live et on écoute tout de suite donc Maxime Lefebvre, donc qui est donc le fondateur de Mamat. Tout à fait, bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai un parcours, je suis boulanger-pâtissier. J'ai commencé à 14 ans un apprentissage et j'ai juste fait une petite pause pour être commercial pendant une petite année et je suis revenu à mes premiers amours, mais j'ai toujours eu un profil un peu indépendant. Donc je me suis mis à mon compte très très jeune, finalement j'avais 20 ans et j'ai commencé à faire du pain dans un appartement et à le vendre sur les marchés de ma région. Donc, je travaillais la nuit, j'étais seul et je partais le jour le vendre. J'ai tout de suite eu cette envie de développer quelque chose parce que j'aime la création d'organisation et j'aime emmener des gens avec moi dans quelque chose. Donc, en 2012, j'ai repris une première affaire dans la ville où je vis aujourd'hui, à Gouvieux, dans l'Oise, à côté de Chantilly. Et c'est une affaire qu'on a acheté 300 000 euros, enfin j'ai acheté 300 000 euros et qu'on a monté jusqu'à 1 million 2 de chiffre d'affaires. Et là, je me suis vraiment, donc j'avais 24 ans, et je me suis vraiment formé au métier de chef d'entreprise, parce que finalement, j'ai un parcours que terrain, donc j'ai tout appris en faisant. Et voilà, donc j'ai appris à manager des équipes, on est monté à 13 personnes, j'ai aussi affiné ce que je voulais plus. Et il y avait un truc que j'ai vite analysé, c'est plus je faisais de chiffre d'affaires et moi on faisait de rentabilité. Parce qu'on était dans l'excellence, dans voilà, euh, le client à 100%, on disait oui à tout, enfin voilà, et on devenait dépendant aussi des grands chefs que j'embauchais. Donc ça convenait plus. Et puis j'avais une frustration aussi, c'est que mon frère étant restaurateur, il passait beaucoup de temps avec les gens. C'était quelque chose qui me manquait, moi, sur les marchés, j'avais ça. On allait boire un canon à 10 heures du matin, sandwich, pâté et verre de rouge. Et c'était quelque chose qui me manquait un peu parce qu'en boulangerie classique, les gens ils rentrent et finalement ils prennent une baguette et ils s'en vont. Et c'est là que est venue commencer l'idée d'hybrider un peu le métier. Et j'ai eu une opportunité à Amiens d'acheter
un salon de thé à l'époque, en centre-ville, mais dans un emplacement numéro 2, près d'une gare. Et on a mis à cette époque-là 15-20 places assises dans une boulangerie. C'était en 2016 assez nouveau finalement. Ça a tout de suite cartonné. On a commencé à travailler un petit peu le petit déjeuner. On a travaillé la restauration du midi, pas tel qu'on l'a fait aujourd'hui, mais voilà, on allait un peu plus loin que le simple sandwich salade. Et voilà, ça a cartonné tout de suite. Les gens, le mot lieu de vie a commencé à prendre du sens à ce moment-là. Fort de cette première réussite, en 2019, j'ouvre un deuxième magasin, toujours, alors plutôt en périphérie de ville à Amiénoise, donc une petite ville qui s'appelle Longo. J'ouvre 400 mètres carrés, 120 places assises. Et là, on pousse encore le concept de l'hybridation, puisqu'on fait des brunchs à volonté les week-ends. Là, les gens viennent en mode restaurant presque, hein. On fait du plat du jour, voilà, on commence à servir à table les gens. Et on fait tout ça dans un même lieu. Et pareil, ça marche bien. Pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Je pense qu'on a fait une petite erreur d'implantation à ce moment-là. Encore une fois, j'étais tout seul à l'époque, hein, donc les choix que je faisais, on a beaucoup regardé la visibilité de l'enseigne et pas assez l'accessibilité. Amiens est une ville assez populaire. C'est pas une très grande ville. Bon, malgré tout, le magasin fonctionne et on est très content. En termes d'implantation, justement, alors vous avez des préférences. Là, actuellement, en termes de chiffres, vous avez combien d'établissements pour que tout le monde se situe bien Aujourd'hui, on a 6 établissements, dont 2 en franchise. Et on a vraiment 2 magasins, les 2 derniers qu'on a ouverts, qui sont dans le modèle tel qu'on va le développer aujourd'hui. Et c'est le premier, ça a été en 2021 qu'on a encore ouvert à Amiens, en hypercentre, pour le coup, emplacement numéro 1, hypercentre-ville. Et on a finalement dupliqué ce qu'on a fait en périphérie, mais en hypercentre. Et là, on a aussi développé très, très, très fortement l'offre coffee shop, avec, on a multiplié le nombre de boissons, parce qu'en fait, on a un Starbucks qui s'est installé juste à côté de chez nous, et Ah. on s'est dit, mince, il faut qu'on réagisse. On était un peu inquiet, quoi, Starbucks qui arrive, et donc on a fait un gros travail sur notre offre boisson, et plus 20, plus 25% sur le pôle boisson. Et c'est l'année où Starbucks est arrivé, c'est l'année où finalement on a plus augmenté notre chiffre d'affaires sur ce point de vente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mamat, c'est vrai, lieu de vie. On dit toujours, nous, on part d'un lieu, un joli lieu, assez tendance, assez urbain, et on a 3 métiers principaux qui sont l'univers de la boulangerie-pâtisserie, qui représente à peu près 30-35% de notre chiffre d'affaires, l'univers de la restauration du midi, avec une offre très, entre guillemets, brunch. On a un positionnement très brunch, c'est typé brunch, je dis, qui représente 30% à peu près aussi. Et puis l'après-midi, la partie coffee shop, qui représente également 30% environ. Et 10% de notre chiffre d'affaires est fait uniquement sur le dimanche, avec le brunch à volonté, qui est vraiment le moment qui nous donne une image très très forte, le moment où les gens se rassemblent un peu festifs. Alors, ces pourcentages peuvent varier d'une implantation à une autre, mais on est à peu près dans cette fourchette. Et Voilà, un il y a très bon eu... équilibre. Pardon, excuse-moi, vas-y Non, Stéphane. non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Et je disais aussi un très bon équilibre entre le surplace et l'emporté, puisque alors les nouveaux modèles font à peu près 60% de chiffre d'affaires sur place et 40% à emporter, grâce à la vitrine de boulangerie-pâtisserie qui reste toujours, parce qu'on rentre toujours dans une boulangerie-pâtisserie chez Mamat, notre cœur de métier. Il y a eu une volonté aussi, donc finalement, tu as évoqué un terme, bon, moi, c'est sandwich salade. On a dépassé ça finalement, hein, je parle de l'aspect restauration. On a voulu faire des Oui. trucs un peu plus, des plats un peu plus élaborés, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Bon, on a commencé par l'avocado toast, par exemple, qui est aujourd'hui un best-seller partout. Et puis, on a un burger, on a un petit pain brioché qu'on vient embeurrer, on vient garnir d'œufs brouillés. Donc, on reste dans une restauration simple, finalement, mais un peu typée anglo-saxonne, Ouais. du grilled cheese, et fait minute pour que la qualité du produit soit au top. Voilà, c'est un peu notre positionnement, sucré, salé, sur une offre assez large, finalement. Voilà, on Très touche bien. notre cible, finalement, notre potentiel de client, il est extrêmement large, puisque le matin, vous avez des gens qui viennent chez nous
pour travailler, bosser comme un Starbucks, hein. Ils mettent leur ordinateur et ils bossent. Vous avez des rendez-vous d'affaires qui se font. Vous avez le midi, la restauration du midi qui va convenir aux gens qui bossent en local et qui vont avoir besoin de se restaurer rapidement. L'après-midi, vous allez avoir les amis, les familles qui vont venir aussi prendre un moment pour prendre un goûter. Voilà, c'est très large. On touche un type large de personnes. On voit que l'hybridation, en fait, est un petit peu la marque de fabrique, finalement, de chez Ben, Mamat. oui, j'ai considéré, moi, en tant que boulanger, on a la chance, en tant que boulanger, d'avoir la confiance. C'est le magasin de proximité par excellence. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi s'interdire de développer d'autres choses à partir du moment où on le fait bien? Parce que ce qui est important, c'est pas le plaisir du client avant tout. Et donc, on a tourné autour du milieu. Je considère aujourd'hui, vous savez, le pain, aujourd'hui, dans l'alimentation des Français, des gens, c'est devenu un produit d'accompagnement. Il y a 50 ans, 60 ans, c'était un produit pour nourrir. Eh ben, le métier de la boulangerie, je le considère comme un métier d'accompagnement d'un univers. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne et ça fonctionne très, très, très bien. Et justement, il y a une partie recette et je me tourne vers, enfin, je lis la question de Jean-Pascal qui nous demande qui élabore les recettes finalement, parce que vu qu'on fait plus que de la boulangerie. Et une deuxième question, on peut même peut-être enchaîner après avec David qui nous dit entre les tables et la cuisine, vous avez besoin de quelle taille de local? Alors déjà, au niveau des recettes, comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Déjà, on fait participer nos clients quand on fait un testing. Donc, on change de carte à peu près 2 fois par an. Pas 100%, mais sur la carte salée, hein, 2 fois par an. Et donc, alors on est plusieurs à travailler dessus, hein, parce qu'on est aussi très collaboratif chez nous. On fait des groupes de travail avec Thierry Thibault, qui est restaurateur, et maintenant notre franchisé. Il a une valeur ajoutée. On a Sarah, qui est au marketing et qui aussi nous propose des choses. Voilà, donc on se fait un premier testing. Et puis, quand on a quelque chose d'un peu abouti, on fait une présentation. Et puis, on invite des gens sur les réseaux sociaux et on leur fait goûter, on leur montre et puis on leur demande aussi combien ils seraient prêts à mettre dans ce produit. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez tout de suite le positionnement. Est-ce qu'il peut se faire ou est-ce qu'il ne peut pas se faire? Nous, on sait combien on doit le vendre. Ça nous est arrivé de ne pas sortir un produit parce que il aurait fallu qu'on le vende trop cher par rapport à ce que nos clients étaient prêts à mettre. Donc ça, c'est pour la partie salée et café. Et puis, on a aussi Luc qu'on vient d'embaucher en recherche et développement chez nous pour la partie boulangerie-pâtisserie. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, les tendances vont très vite. Avec les réseaux sociaux, ça va très très vite et il faut être agile. Donc alors c'est tout récent, hein, ça a 3 semaines, on vient d'intégrer une personne en R&D pour accélérer la possibilité de suivre les tendances. Très bien. Concernant les locaux, pour pouvoir déployer Mamad dans tous ces, dans toutes ces, dans tout son concept. On est entre 220 et 300 mètres carrés en hyper centre-ville. On a aussi une carte à jouer en périphérie, mais voilà, on voudrait d'abord conquérir un territoire en hyper centre-ville, bénéficier de l'image un peu haut de gamme qu'offre le centre-ville pour pouvoir aller après en périphérie. Ah bah, très bien. On va parler rapidement peut-être de l'attente des consommateurs. Est-ce qu'elle a changé? Je vous invite, hein, chers amis, à nous dire même d'où vous venez. Ça nous intéresse aussi de savoir si vous êtes plus dans le sud, dans l'est, dans le nord, dans l'ouest de la France. Donc n'hésitez pas à nous le dire. En termes, est-ce qu'on constate une évolution de l'attente des consommateurs dans le marché de la restauration qui, bon, reste dynamique en France, mais on voit que finalement l'hybridation elle est nécessaire. Et est-ce que voilà, il y a une évolution de la consommation euh, des Français? Ouais, il y a une vraie évolution. Il y a un marché de la restauration qui est affiché en croissance, 2-3%. Mais pour moi, c'est faux parce qu'on parle en macro. Et évidemment, c'est porté par le nombre, par l'offre qui a quasiment doublé en 10 ans, hein, surtout sur la restauration rapide. Par point de vente, c'est ça qui est important. Par point de vente, le marché est plutôt à moins 10, moins 15% de chiffre d'affaires. Donc, c'est une crise, hein, que vit la restauration. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation, parce que l'inflation on fait quand même monter les prix. Il y a tout un tas de crises qu'il y a eu. Enfin voilà, on ne va pas revenir dessus. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une surreprésentation de l'offre par rapport à la consommation. Et c'est là où c'est très très important d'avoir quelque chose qui est dans les tendances du marché. Les gens aujourd'hui zappent beaucoup plus facilement. Ils veulent manger plus rapidement. Finalement, la société s'anglo-saxonise un petit peu. Et donc,
pour le coup, j'ai de la chance parce que, et je dis j'ai de la chance parce que nous, on a créé Mamat, enfin l'univers de Mamat a finalement été déployé presque dès 2019. On a pas mal de recul sur l'hybridation et il se trouve qu'en ce moment, eh ben, ce qu'on fait, c'est en plein au cœur des attentes des consommateurs. D'ailleurs, nos magasins font plus 10% en moyenne, voire plus 40% à Lille. Donc, parce qu'on est dans le cœur des attentes, il faut aller vite, il faut offrir des lieux disruptants dans lesquels on peut consommer tout au long de la journée, parce que on se rend compte que les gens peuvent manger maintenant un sandwich à 16 heures, une tartine d'œufs brouillés aussi à 17 heures. Enfin, les codes se cassent un petit peu. Et donc, il faut vraiment avoir quelque chose d'innovant. Et voilà, parce que le client les a peur aujourd'hui. Il faut apporter de l'expérience. Il faut apporter un juste pricing par rapport au produit. Ça, c'est très, très important aujourd'hui parce que l'objectif, nous, on ne fait pas du luxe, on fait de la qualité à bon prix. Et donc, on arrive voilà, à toucher aussi une large population. Donc voilà, oui, ça va vite, oui, il faut suivre les tendances, il faut être au cœur du marché. L'hybridation perd aussi un peu les repères. C'est pour ça que chez Mamat, on essaie d'avoir des produits différenciants. Parce que je ne fais pas de pâtisserie fine, par exemple. Je n'ai pas de valeur ajoutée à faire un éclair au chocolat. Parce que tous les boulangers pâtissiers de France font des éclairs au chocolat. Je prends l'exemple, mais ça peut aller sur d'autres produits. Je ne serai pas le meilleur éclair au chocolat et je ne serai pas le moins cher. Donc, en amenant des produits très typés Mamat, différenciants, on peut aussi se permettre une certaine marge de manœuvre parce qu'il n'y a plus les repères, que ce soit dans le concept et aussi dans le produit. On essaye de se différencier au maximum sur tout ce qu'on fait. Bon, on a C'est un bien posé combat, le hein, cadre. attention, hein. C'est un combat au quotidien, hein. C'est de la remise en question permanente et voilà, mais c'est vraiment un chemin qu'on prend. Une remise en question permanente, donc qui se manifeste bien par voilà, l'embauche de quelqu'un qui va faire de la recherche et développement. C'est ça, on se remet en question. Tout va changer là prochainement? Alors, on va avoir une bonne partie de la carte viennoiserie et boulangerie qui vont changer dans l'année, hein, parce que c'est quand même un gros travail. Pourquoi? Parce que, ben, vous savez, je fais partie des insatisfaits. Euh, euh, je, j'ai toujours tendance à regarder les gens qui font mieux que moi. Et donc, ça m'oblige à me dire non, là, ça va plus, il faut qu'on change des choses, il faut qu'on améliore. Et ça a été un chemin, mais tout au long de mon parcours, si vous voulez. Alors, c'est fatigant, hein, psychologiquement, ça peut entraîner des fois des mauvaises nuits, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui dans le bon tempo. Parce qu'on on a toujours eu cette volonté de se remettre en question dans tout ce qu'on fait, de l'accueil du client jusqu'au marketing digital, jusqu'au produit, enfin voilà, dans vraiment tout ce qu'on fait, on se remet en question. On est capable de dire, mince, on a fait des conneries. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. C'est pour ça que Mamat, c'est pas un concept finalement, c'est une évolution de parcours. Et je suis content d'avoir fait ces erreurs parce que aujourd'hui, je me sens beaucoup plus armé, beaucoup plus fort pour propulser Mamat, pour emmener des gens avec moi. On a un modèle qui est très solide et ça a été grâce à tout ce travail depuis 10 ans d'équilibre voilà, entre le produit, la rentabilité. Voilà, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors, il y a David qui nous a écrit de Dijon, qui nous parle du bio. Est-ce qu'il y a une composante bio Non, il y a une composante bio. Nous, on utilise par exemple sur la partie boulangerie, 70% de nos pains spéciaux ont des farines bio. Maintenant, moi, j'aime pas le bio commercial. On a créé des labels, des organismes d'agrégation, de contrôle. Tout ça, c'est du business beaucoup, je pense. On essaye de travailler avec par exemple, sur notre farine, on travaille en local. On a une paysanne meunière qui nous livre nos farines. C'est des blés anciens qui étaient cultivés avant 1930, qui sont pauvres en gluten. Voilà, on travaille au levain naturel, donc on a cette vocation à travailler quand on peut en local. Alors maintenant, on développe une enseigne, hein, donc quand moi j'envoie un produit dans le sud de la France, est-ce que c'est local? Non, ça a été fait avec des produits locaux autour d'Amiens, mais après, non, c'est pas local à Bordeaux ou à Dijon ou à Rennes. Mais voilà, ce qu'il faut, moi je pense, c'est qu'il faut expliquer aux gens notre démarche. Faut essayer de faire mieux, mais voilà, on n'est pas. Je fais pas du business. J'aime pas ça d'ailleurs, en fait. et comment ça se passe finalement entre vous et donc vos franchisés? On va faire parler c'est Thierry dans un instant. Comment ça se passe au niveau de la production? Expliquez-nous et après oui, on viendra vers vous Thierry.
En fait, c'est simple. Nous, si vous voulez, on a souhaité centraliser une bonne partie de notre offre on a un gros laboratoire central sur Amiens parce que assez vite, on s'est rendu compte que la qualité en fabriquant dans chaque établissement n'était pas au rendez-vous, surtout l'irrégularité. C'était la première chose. La deuxième chose, c'était que finalement, le pain, à proprement dit, ne représente que 5% du chiffre d'affaires chez nous. L'univers de la boulangerie-pâtisserie représente 35%, mais le pain, et il fallait des boulangers, il fallait de la technicité, difficile de recruter, il fallait investir plus parce que faire un fournil, c'est 100 000 euros. Le coût de l'énergie, il y a eu la crise de l'énergie qui est passée par là. Et voilà, toute cette remise en question fait qu'on a dit non, on va centraliser tout pour que finalement le franchisé de demain n'ait plus que deux métiers. Le premier, c'est de s'occuper de ses équipes, c'est de chouchouter ses équipes, et le deuxième, c'est de s'occuper de ses clients. Et je mets les équipes en premier parce que si on s'occupe bien de son équipe s'occupera bien de nos clients. Donc c'est vraiment tout un esprit. Voilà. Après, sur la partie sur la partie salée, donc cuisine, là c'est assemblé en magasin, mais on a des fiches techniques, des process. Il n'y a pas de complexité majeure. Je dirais que le produit le plus technique chez Mamat, ça va être l'œuf brouillé. L'œuf brouillé pour avoir un œuf un peu baveux comme on l'aime. Voilà, c'est peut-être le produit. Ou l'œuf mollet, parce qu'une fois sur trois, il est dur et c'est une bataille du quotidien. Mais voilà, ça reste quelque chose opérationnellement de facile. Eh bien, je me tourne vers Thierry parce que vous avez parlé de chouchouter vos équipes. Thierry, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours. Je crois que vous êtes un nouveau en termes de franchise, mais pas tellement nouveau finalement. Mais pas tellement, non. Mais c'est pour rebondir sur ce que disait Maxime, effectivement, nous, on appelle nos collaborateurs des chouchouteurs. Donc, eux, ils sont vraiment là pour chouchouter nos clients. C'est primordial. Et moi, mon rôle principal, en fait, c'est de chouchouter mes équipes, en fait. Donc, parce que plus nos collaborateurs vont se sentir bien et à l'aise chez nous, mieux ils vont s'occuper de nos clients. Donc, ça, c'est un peu l'axe de mon nouveau métier. Moi, donc, je suis Thierry, donc je suis restaurateur. Mon parcours a été uniquement dans les domaines de bouche. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc le frère de Maxime il y a un petit moment déjà. Et puis, on a pu se rencontrer avec Maxime, échanger plusieurs fois sur son domaine, sur le mien. Et il s'est créé donc une amitié entre nous. Et moi, il travaillait dans un univers que je ne connaissais pas du tout, qui est la boulangerie. Et donc, voilà, au fur et à mesure du temps, il m'a proposé de rejoindre cette aventure avec cette hybridation en fait des métiers où lui étant boulanger et moi restaurateur, il y avait quelque chose à faire et effectivement ça a matché tout de suite. Et puis donc j'ai rejoint le groupe il y a donc en 2020, fin 2020. Et puis dans l'optique d'accompagner et de former donc les nouveaux directeurs de futurs sites. Donc ça a duré pendant 4 ans. Et puis, à un moment donné, voilà, j'étais un petit peu déconnecté en fait des équipes, un petit peu au-dessus en fait, les équipes, les clients, ça c'était le rôle des directeurs en fait de gérer leur structure. Et j'ai eu envie voilà, de revenir sur mon métier initial, qui est donc le contact client et puis l'encadrement en fait de mes propres équipes. Donc c'est naturellement qu'en fait ayant participé au développement et la structuration de cette franchise, que j'ai décidé en fait de me franchiser moi-même, donc passer de l'autre côté de la barrière. Et donc ça fait depuis octobre 2024 maintenant que je tiens le premier établissement de Maxime en franchise sur Amiens. Et j'en ai un deuxième qui est Longo en location-gérance pour l'instant. Alors, quels ont été vos principaux défis? Alors, vous étiez déjà implanté hein, dans l'enseigne Mamat, mais est-ce qu'il y a eu des défis, des choses, le changement finalement aussi de métier? Parce que là, voilà, vous avez été directement confronté à la gestion directe. Exactement, voilà, j'avais envie vraiment d'entreprendre et donc ce qui est complètement différent.
Et c'est très impressionnant au départ de se dire, tiens, on passe du côté salarié au côté entrepreneuriat, en fait, entrepreneur. Et il y a ce côté, en fait, qui est vraiment hyper rassurant, c'est la franchise. C'est de se dire, voilà, déjà, le premier point qu'il faut se dire, bon, bah, est-ce qu'avec le franchiseur, ça match? Où il veut m'emmener? Où il veut, qu'est-ce que va devenir l'entreprise d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans? Et si le projet est, parce que c'est avant tout une histoire d'homme, si le projet et l'homme, donc là on parle de Maxime, collent, passer le cap en fait, parce que derrière il y a tout un système d'accompagnement. Maxime est très présent sur toutes les ouvertures. Il y a tout un, voilà, on a Valentin, on a Sarah qui sont vraiment des soutiens au quotidien. Et on est, le côté rassurant, c'est qu'on n'est pas seul en fait. Alors, et je vais revenir un petit peu vers Maxime. Où est-ce qu'on en est maintenant en termes donc de développement? Est-ce qu'il y a des futures ouvertures prévues? Est-ce que le réseau se développe? Est-ce qu'il y a des zones géographiques finalement qui sont même peut-être ciblées par Mamad parce que vous êtes quand même centralisé un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, je vais juste répondre à la question de Jean-Pascal il me parlait de la flambée des coûts. Ah oui. Évidemment, la flambée des coûts de l'énergie, ça a un peu impacté mais comme tout le monde, hein, ça a fait monter un peu les prix, mais pas que l'énergie, parce qu'il y a eu l'énergie, il y a eu les matières premières, mais pas plus que la restauration dans sa globalité. On reste sur un rapport qualité-prix qui est bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on est en progression sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour faire un hold-up financier, pour ouvrir un maximum le plus vite possible et prendre quelques millions dans quelques années. Je suis là pour m'inscrire dans la durée. Moi, c'est le projet de ma vie. J'ai réussi à emmener des équipes avec moi depuis plusieurs années. On est tous, ouais, et on a envie surtout de faire de la qualité. Donc, on a des objectifs parce qu'il faut, on a un plan de développement à 30 magasins dans les 5 prochaines années. C'est un objectif ambitieux, mais raisonnable pour de la franchise. Ce qu'on souhaite surtout, c'est de faire des beaux magasins qui tournent bien, surtout les premiers, parce que les ambassadeurs de demain de l'enseigne, ben, c'est Thierry, c'est mes futurs franchisés qui vont réussir et qui vont être heureux dans l'enseigne. Aujourd'hui, on a quelques projets dans le pipe. On a notamment Stanislas qui vient de signer sa convention de réservation de zone pour le secteur ouest parisien. On a un secteur large, donc on va pouvoir travailler bien. J'ai quelques candidatures en cours un peu sérieuses. Nous, on s'est formé au métier de franchiseur sur toute l'année 2022, 2023, enfin 2023, mi-2024, et finalement, c'est assez récent hein, qu'on lance notre concept sur le marché de la franchise. Voilà, on veut vraiment faire les choses bien avec de belles personnes. Thierry parlait tout à l'heure d'humain. La première des qualités qu'il faut avoir pour rejoindre le réseau, c'est d'abord d'être une belle personne, c'est aimer les autres. C'est la première des choses, parce que si on aime les autres, eh ben, on va être un bon leader avec son équipe, et puis on va être un bon commerçant. Et les clés de la réussite, ils sont déjà là. Après, il faut effectivement adhérer au projet de l'entreprise, avoir envie de conquérir le territoire, être en accord avec son développement, être en accord avec ce que l'entreprise veut devenir et où elle va, parce qu'on dit toujours, seul on va vite, ensemble on va loin. Oui, à condition qu'on aille au même endroit finalement. Donc voilà, j'aimerais bien ouvrir 4 à 5 magasins Mamat courant 2026, parce que 2025, forcément, entre la signature, entre l'accord et l'ouverture, il faut 8 à 10 mois incompressibles. Donc maintenant, voilà, ce sera plutôt sur 2026. Et puis peut-être 2027, en faire 6 ou 7, et comme ça monter tranquillement jusqu'à une trentaine dans les 5 prochaines années. Voilà, le territoire, il est vierge, puisque nous, on peut travailler sur un territoire national à condition que la zone de chalandise puisse accueillir un Mamat. Ça, on a évidemment des outils géomarketing. On est accompagné aussi des entreprises pour cibler les belles zones. Aujourd'hui, on va cibler des zones des villes de plus de 60-70 000 habitants et on va aller chercher le meilleur emplacement dans cet espace. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'extraction. Forcément, c'est mieux s'il y en a une, mais ce n'est pas une obligation, ce qui fait qu'on peut aller reprendre des fonds de commerce, des banques, on peut des magasins de vêtements, voilà, on
on peut avoir un sourcing assez large dans l'immobilier, mais c'est un vrai enjeu. Nice, j'avais un candidat et que j'ai perdu parce qu'on n'a pas trouvé de local. Et moi, il était hors de question qu'on signe un local qui soit moyen. On a étudié 2-3 locaux en profondeur, on a fait des études de marché et on était dans la marge d'erreur. Donc, on ne prendra pas de risque ou le moins possible pour nos premiers franchisés. Et donc, j'ai préféré, comment il s'appelle, Emmanuel a eu l'opportunité d'un autre projet seul. Et ben, je lui ai dit, vas-y, parce que je peux rien, là, j'ai rien sous la main, laisse pas passer cette opportunité, quoi. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche de qualité. Ouais, vraiment de démarche de qualité. Ouais, quitte à justement, voilà, Nice, finalement. Quitte à passer à côté. Vous savez, un jeune réseau, souvent, j'entends souvent dire, ça me fait un peu peur, un jeune réseau et tout. C'est une erreur fondamentale stratégique, parce que le jeune réseau n'a pas le droit à l'erreur. Déjà, dans un jeune réseau, vous n'êtes pas un numéro. Vous rentrez pleinement dans une équipe, une famille, je dirais, hein. C'est moi, fondateur, qui vais m'occuper de vous, vous suivre. Et on va avoir forcément un accompagnement renforcé parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Je ne peux pas fermer mes 2 premières franchises, sinon mon projet de développement, il est mort dans l'œuf. Donc voilà, je pense plutôt que c'est une force d'être un jeune réseau. Et en plus, souvent, les jeunes réseaux amènent quelque chose de différenciant, ce qui est notre cas. Et à l'inverse, avoir aussi la capacité de se dire, je modifie toute ma carte, même si je sais que ça fonctionne bien. Remise en question permanente également, hein, Pour demain, en voilà. fait, si vous voulez, je pense, je ne vais pas citer, mais enfin, il y a des marques qui sont restées un peu dans leurs acquis et qui ne sont pas remises en question. Et d'un coup, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, en l'espace de 6 mois, vous avez 10 ans de retard. Ouais. Et donc, il faut être toujours suivre dans les tendances. Donc, et on a une chance chez nous, c'est qu'on n'a pas un produit qui représente plus de 2% du chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on peut ne rien s'interdire dans le produit. Il n'y a pas de catastrophe si on enlève une viennoiserie et qu'on en remplace par une autre. Ça crée de la nouveauté, ça crée de l'envie. Et c'est une démarche qu'il faut voilà. Alors évidemment, quand on va grandir un petit peu, on n'aura pas la même flexibilité, l'agilité qu'on a aujourd'hui. Et ça, on le sait. Mais il faudra quand même garder cette capacité à innover, à être agile mieux que les autres, en fait. Eh ben, je me tourne vers Jean-Pascal qui pose des questions également, un peu plus sur les chiffres. On va peut-être rentrer un petit peu dans les chiffres. Avec Quel est plaisir. le montant, donc Jean-Pascal demande, de vos redevances, investissement de départ, annuel, communication, publicité? Bon, il dit aussi votre discours est tellement juste. Merci Jean-Pascal. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, allez-y, hein. Ben, le montant des redevances, il a été calculé avec, comment dire, on ne s'est pas aligné aux concurrents. On a un calcul stratégique qui a été fait pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, on prend 5% de redevances de royalties et 1,5% de redevances de communication nationale. En fait, ce qui est important dans les redevances, c'est qu'elles ne soient jamais au-dessus de 30% du cash flow des franchisés, du cash flow restant. Au-delà, vous avez un déséquilibre et vous allez au conflit. Aujourd'hui, on a fait le calcul, pour Thierry, on est à peu près à 25%. On est entre 22 et 27% en moyenne. Donc on reste dans un très bon équilibre. Après, il faut investir aussi en communication locale. Souvent, beaucoup de gens pensent que le national, ça suffit, la marque. Mamat, par contre, est une jeune marque, donc on n'a pas évidemment la notoriété d'un Starbucks. Donc c'est très important à l'ouverture d'investir, d'avoir un budget de communication qui est dans le business plan, hein, local pour lancer le magasin. Les 6 premiers mois, la première année, on va être dans une phase de conquête. Et puis, voilà. Alors, les droits d'entrée, parce que ce n'est pas la question, mais je vais le dire, ils sont de 40 000 euros. Les 40 000 euros, on intègre la formation dans ces 40 000 euros. C'est une formation de 13 semaines, formation initiale du franchisé, formation des collaborateurs avant ouverture, 5-6 personnes qu'on envoie dans nos magasins, formation, présence à l'ouverture de l'équipe du franchiseur, 2 à 3 personnes, une dizaine de jours. Et puis après, on a formation renforcée jusqu'à la réussite. Parce que moi, je ne considère pas un candidat à la franchise comme franchisé à partir du moment où il signe le contrat de franchise ou qu'il ouvre son magasin. Moi, je considère un franchisé quand il réussit et qu'il atteint les ratios de l'enseigne.
Ça veut dire qu'en attendant, il va être académicien à la franchise. On va avoir un mode de renforcement de son accompagnement jusqu'à ce qu'il atteigne les objectifs. Voilà. Donc, un accompagnement permanent dès le début, Dès le on monte début, progressivement. exactement. Après, une fois qu'on atteint un peu les ratios, on rentre dans une relation plus, on vous laisse un peu d'air, on est dans une relation plus de suivi du quotidien, d'écoute des problématiques, remonter aussi des améliorations potentielles, des instances de dialogue qui sont pour l'instant pas formalisées, mais c'est normal, on a 2 franchisés, donc les instances de dialogue, pour l'instant, on a un groupe WhatsApp et on se dit les choses très. Mais demain, on a vraiment vocation à faire participer nos franchisés dans l'évolution de l'enseigne aussi, parce que je considère que les sachants, ce sont les faisants, et il ne faut jamais être déconnecté des gens qui font au quotidien sur le terrain. Voilà. Un petit mot. Après, évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde tout le temps, parce qu'il y a des codes concepts, il y a des choses, hein, on a quand même bordé les choses. Mais voilà, cette oreille attentive pour pouvoir faire grandir l'enseigne vient des gens qui font. Je vous invite à continuer de réagir. On va arriver au terme de ce webinaire. Peut-être un mot de Thierry, peut-être. On a parlé un petit peu de communication nationale, communication locale. Est-ce qu'il y a une articulation qui se fait? Comment ça se fait? Je sais que on est dans les débuts, hein. Mais Ouais. voilà, est-ce que il y a une certaine finalement marge de manœuvre localement pour peut-être faire En fait, des offres promotionnelles? En fait, oui, exactement, c'est ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est on a eu aussi d'autres expériences d'autres groupes. Et moi, la communication, on est tous tentés d'avoir son propre groupe sur Facebook et ainsi de suite. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait, on dilue l'information et que c'est pas du tout efficace. Donc le groupe, moi aujourd'hui, si j'ai une action à mener sur un de mes établissements, je vais me retourner vers Sarah qui va elle me construire quelque chose à l'image Mamat. Et déjà comme ça j'ai pas à le faire, et puis je suis pas très bon en communication, et donc c'est Sarah qui va structurer et puis cibler en fait la communication qui sera à l'image du groupe pour la bonne forme du magasin. Très bien, très bien. Oui, non, et pardon, je veux juste Allez-y, rebondir. allez-y. Effectivement, ce qu'il faut, c'est garder une cohérence d'enseigne. Parce qu'on véhicule un message, et c'est très important, de pas de diluer les canaux, parce qu'il y a un risque de pas du coup avoir la même pertinence, et de faire attention au message. On dit toujours, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si on a un message qui est mal tourné ou mal ajusté, en fait, ça peut faire du mal à l'ensemble des gens du réseau. Donc ça, il faut faire très attention. Après, en communication locale, il faut, je pense, et là, on est en train d'ailleurs de faire entrer un partenaire qui va pouvoir, en SIA, on peut faire de la campagne très ciblée pour le magasin. Et puis après, il ne faut pas oublier, ne pas mettre tout dans tout digital, même si c'est extrêmement important. Et il y a encore cette partie physique, présence dans les journaux, avoir un peu de presse au démarrage, c'est très bien, voilà, pour faire du bruit autour de l'enseigne. Bon, le digital aujourd'hui quand même prend la majeure partie des activités en communication. On a encore une question de Jean-Pascal, justement, qui nous demande, en termes de décoration, des aménagements, travaillez-vous avec un cabinet d'architectes? Oui, tout à fait. Nous, on va fournir, si vous voulez, la direction artistique du projet. On a des codes hôteliers un petit peu, parce que moi, j'adore les hôtels de charme dans nos lieux. Et puis après, derrière, dans le déploiement du projet, alors soit la personne connaît ou maîtrise un maître d'œuvre en local, soit on a aussi nos partenaires qu'on peut amener pour le suivi du chantier et le déroulement du projet. Vous pouvez donc regarder. Alors, Maxime nous donnait peut-être le site internet. Où est-ce qu'on peut un petit peu se renseigner sur l'enseigne, sur le concept en lui-même? Bah, vous avez mamad.fr qui est actif et très bien tenu par Sarah. Et puis là, vous avez toutes les infos qu'il faut. Et derrière, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parce je pense qu'on n'est pas mauvais là-dessus, sur Instagram notamment. Et du coup, vous allez pouvoir savoir qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait, quelle est aussi l'ambiance des magasins et l'esprit de Mamad. Parce que moi, je considère qu'il y a un esprit Mamad qu'on essaye de diffuser au maximum.
Et je pense que ce sera le mot de la fin. Donc merci Maxime, et merci Thierry, merci à vous tous qui avez réagi donc sur le chat. Donc vous pouvez aussi avoir des informations sur le site de l'Express Franchise. Si vous êtes éventuellement intéressé dans un investissement au sein de Mamat. Merci pour cette super présentation. Je vous Merci dis à tous. à une prochaine. Bon courage, bonne suite à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.